Donc on va commencer le débat. Il est 11h33 maintenant. On espère terminer vers le coup de 1h. Voilà. On va commencer par le premier thème. Donc l'immigration irrégulière, les causes, les problèmes rencontrés et les perspectives. Donc on va, celui qui veut prendre la parole, peut-être... alors je ne sais pas si je fais une liste ou bien on fait passer le micro. Donc bon, Blamassi bien sûr. On peut commencer par Blamassi. Oui. Donc pour le premier thème, hein, Blamassi. Donc les causes. Les causes, les problèmes rencontrés et les perspectives. Hein. On peut commencer par les causes, hein, c'est-à-dire par rapport aux résultats de l'enquête. Qu'est-ce que vous en pensez, Blamassi? Ok, merci. Rebonjour à tous et à toutes. Merci pour cette opportunité. Je vais essayer de ne pas toucher les deux autres points parce que j'avais prévu plutôt une intervention généralisée au vu de l'enquête qui était présentée. Je ne sais pas, en termes de personnes qui ont pris part à l'enquête, le pourcentage de subsahariens. Parce que j'avais plus ou moins comme l'impression qu'on parlait plus de Tunisiens vivant à l'étranger et pas trop de contexte, je ne sais pas si le questionnaire était adapté ou tenait compte du contexte, par exemple, de subsahariens vivant sur le territoire tunisien. Parce que, pourquoi est-ce que je souligne cela? Parce que, par exemple, quand on parlera de la question du transfert des fonds, je dirais que c'est 0% pour les subsahariens vivant en Tunisie. Quand je dis 0, c'est vraiment 0. Puisque ce n'est pas légal, puisque ce n'est pas possible. Donc, même si vous incitez dès l'instant où c'est illégal, oui, il y a des transferts qui se font, mais ça se fait dans l'informel. Et ça reste de l'ordre de l'illégal. Maintenant, pour revenir sur la question qui touche le thème, par exemple, par rapport à l'immigration irrégulière, les causes, les problèmes rencontrés et les perspectives, moi je dirais, pourquoi d'abord l'immigration? Avant qu'on parle d'une immigration qui puisse être régulière ou qui puisse être irrégulière. Pourquoi les gens se déplacent? Ben, tout simplement parce qu'ils ont le droit. Tout simplement parce que ça fait partie des droits inaliénables consacrés par la Charte universelle des droits de l'homme. Et deuxièmement, parce que l'immigration fait partie de l'histoire de l'humanité et heureusement qu'on peut se déplacer pour aller à la rencontre de l'autre. Et troisièmement, dans le contexte africain, parce que nous avons aussi une tradition migratoire interafricaine qui aujourd'hui est mise en mal et en danger par les pressions européennes. Car l'externalisation des frontières, aujourd'hui, pousse à une autre tendance sur le continent, le fait que des États africains sont pratiquement en train de se barricadiser parce que ces États sont considérés comme des carrefours migratoires irréguliers. Et troisièmement, parce que nous avons une raréfaction des visas, une raréfaction des voies migratoires régulières. Que l'on dise que les gens se déplacent parce qu'ils vont chercher de l'argent, que l'on dise parce que les gens se déplacent parce qu'ils vont chercher une meilleure vie, que l'on dise parce que les gens se déplacent parce qu'ils fuient une question climatique. Et ça, alors, c'est important de s'arrêter là-dessus. Parce que pour moi, de mon point de vue, l'un des défis importants demain sur la question migratoire en Afrique, ce sera la question climatique. Quand vous avez une pluviométrie qui passe de 50% à 35%, quand vous avez le désert qui avance, évidemment, les grandes villes, les pays insulaires vont de plus en plus enregistrer une concentration importante de personnes fuyant les sécheresses. Et demain, évidemment, ça va poser un autre débat. Maintenant, la question des problèmes rencontrés, tout simplement parce que la thématique migratoire a été reliée à tort et à raison à la question sécuritaire. La première vision qui est présentée, c'est que le migrant est présenté comme une sorte d'épouvantail pouvant faire peur. Quand on entend les Européens parler,
il n'y a que les migrants qui sont susceptibles d'être terroristes. Si le migrant ne vient pas prendre l'emploi des nationaux, évidemment, il vient sous bannière Daesh ou qui que ce soit. Donc, par conséquent, c'est un problème. Et donc, dès l'instant où on va voir la question migratoire, c'est la question sécuritaire, évidemment qu'on va mettre tout le monde dans le même panier. Et aussi, quand on parle même de la catégorisation des groupes migratoires. Par exemple, la position française est de dire, nous avons des migrants en besoin de protection et nous avons les migrants économiques. Mais si quelqu'un n'a pas à manger, n'est-il pas en besoin de protection? Si quelqu'un n'a pas un toit sur sa tête, n'était-il pas en besoin de protection? Donc ça reste même d'un ordre de politiquement correct qui est une forme de malhonnêteté en soi de la part de ces États dirigeants. Ensuite, l'autre paramètre aussi qui pour moi est important, lorsqu'on conditionne l'aide au développement par la thématique migratoire, et quand on dit aux États, écoutez, si vous voulez de l'argent, on vous donnera de l'argent, mais en retour, vous devrez empêcher à vos populations de sortir. Quand vous prenez par exemple le contexte tunisien, où une femme qui a moins de 35 ans n'a pas le droit de sortir sans autorisation parentale. Tout simplement ça. Et alors, quand vous prenez même les accords liés à l'obtention des visas et que l'Union européenne nous dise, ben écoutez, nous on est prêt à donner des visas pour une catégorie de personnes bien précises. Et quand on leur demande, ils disent non, mais nous ce sont les chercheurs, les médecins et les journalistes qui nous intéressent, opérateurs économiques et autres. Évidemment, est-ce qu'on n'est pas quelque part en train de favoriser la fuite des cerveaux? Moi, en termes de perspective, je pense qu'il est important que les États africains aient le courage de s'asseoir et de créer au sein, ou même pas de créer parce que ça existe déjà, d'admettre, de baliser, de renforcer tout ce qui est migration circulaire interafricaine. Parce que si les Occidentaux viennent chez nous pour piller nos biens, et que nous on part chez eux pour prendre des miettes, ça ne sert à rien. Il y a des Tunisiens en Côte d'Ivoire, il y a des Tunisiens au Sénégal, et vice-versa. Il y a des opérateurs économiques qui font le va et le vient entre ces deux pays. Maintenant, quels sont les accords qui existent entre nos territoires, entre eux-mêmes? Et c'est là où la société civile constitue une alternative intéressante, parce qu'il est temps que nous, associations, nous abordons la thématique migratoire dans une dimension transversale et non verticale. On peut tous parler de migration parce que c'est un fait humain et parce qu'on est tous humains. Et je vais vous donner un chiffre. 80% du flux migratoire en Afrique est de type interne, d'une part. Deuxièmement, quand vous prenez les chiffres présentés par l'IFRI, qui est l'Institut français des recherches internationales, les populations étrangères arrivées en France dans l'année 2019 sont dominées par les Syriens, par les Asiatiques. Les Africains viennent encore en 3e position. Et quand vous prenez les chiffres présentés par l'OIM, ben c'est simple. La population qui se déplace le plus, qui sort le plus de son continent, ce sont les Asiatiques. 2e, les Européens. Les Africains sont la 3e position. Donc pourquoi est-ce qu'on nous place toujours à la place de celui qui dérange le plus? Et on ne connaît même pas le chiffre d'Européens qui viennent chez nous. Donc voilà, on a une question migratoire dans nos pays. Par exemple, pour nous, en Tunisie, nous avons une question de la loi de 68 qui est en inadéquation avec la constitution tunisienne sur plusieurs articles. Nous avons une question de l'accès, on aura le temps d'en parler, mais il y a cette dimension juridique, elle va nous embêter pendant tout le cours. Parce que tout simplement, au point de vue des lois tunisiennes, vous, Tunisiens qui vous asseyez avec des migrants en situation irrégulière, de par la loi de 2004, de par l'article 23 de la loi de 68, vous êtes passible d'emprisonnement jusqu'à 2 années. Parce que vous devez référer aux autorités compétentes quand vous rentrez en interaction avec un migrant en situation irrégulière. Donc nous faisons face à une externalisation des frontières, nous faisons face à une prise d'otages sur le plan économique, nos États sont en train de devenir des prisons à ciel ouvert pour nos populations et pour nos frères ou concitoyens qui viennent d'ailleurs pour vivre avec nous. Nos pays sont en train de s'appauvrir, nos pays sont en train de s'endetter. Quand est-ce que nous, Africains, pourrons avoir une solution africaine à la question migratoire touchant l'Afrique? Je vous remercie.
Merci Blamassi. Alors, pour la question concernant les subsahariens, oui, bien sûr, ils ont été intégrés dans l'enquête. C'est-à-dire, il y a des subsahariens qui ont répondu à l'enquête, parce que c'était en ligne, l'enquête. Bon, évidemment, comme c'était en ligne aussi, l'esprit qui a présidé la préparation de cette enquête, c'est de toucher toute la population migrante, que ce soit subsaharienne, tunisienne, européenne, tous. C'est-à-dire la cible, c'était vraiment toute la population avec toutes ses composantes. Mais, attends, mais pour les subsahariens qui ont répondu, on a un chiffre, alors 4,2 de tous ceux qui ont répondu sont des subsahariens, c'est-à-dire 70 personnes en fait. 42, oui. Donc voilà, donc, sur 1000, sur 1000 personnes, donc il y a 42 subsahariens qui ont répondu au questionnaire. Le pays d'origine, et on a mis des catégories, et effectivement il y a 42 subsahariens. Il y a 42 subsahariens et subsahariennes qui ont répondu. C'est bien. C'est bien, mais en fait, ce que je voulais souligner, si vous permettez, c'était que... Pardon, excusez-moi. C'était sans vouloir mettre bien sûr en doute le travail qui a été fait, que je salue, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut publier. J'espère que vous allez le faire, parce que c'est quelque chose moi j'ai beaucoup confiance en Mohamed Eliman. On a eu le temps de collaborer plusieurs fois, et c'est quelqu'un qui est assez sérieux et pertinent dans son travail. Donc là, n'est pas la question du travail, mais c'est juste de dire que quand on prend le niveau d'intégration entre un Tunisien en Europe et un subsaharien en Tunisie, deux notions différentes. Deux contextes différents. Quand vous parlez des rapports avec les pays, deux notions différentes, deux concepts différents. Quand vous parlez de l'accès à la santé, deux notions différentes, deux concepts différents. Quand vous parlez de l'accès au droit, ou le contexte même migrant irrégulier, évidemment, ou régulier, vous avez deux concepts différents. Parce que même un migrant en situation régulière en Tunisie n'a pas accès à tous ses droits. Donc c'est un peu plus ou moins compliqué. Mais cependant, je comprends l'esprit qui était ici. C'est pour cela que je voulais juste souligner que, évidemment, s'il y a 42% sur 1000 personnes, s'il y a 42 subsahariens sur 1000 qui ont répondu, évidemment, l'interprétation tentera un peu plus d'aller vers l'autre point. Mais ce n'est pas grave en soi. L'idée d'abord, c'est de commencer et puis de continuer ce type de travail, parce qu'il est temps que nous, qui vivons ici, sommes capables de mettre des études en place qui soient financées par nous-mêmes et dirigées par nous-mêmes, que de continuer cette mise sous tutelle de la gestion de la thématique migratoire comme l'Union européenne le fait en ce moment en Tunisie. Juste pour réagir par rapport au débat, en fait, il est important de savoir que puisque le questionnaire, il est un questionnaire en ligne, donc il y a déjà un ciblage prédéterminé avant même qu'on commence le ciblage que les gens qui répondent au questionnaire soient des migrants ou pas. Il y a déjà un ciblage qui est le fait que c'est un questionnaire en ligne, et donc les gens doivent avoir Internet. Et pour avoir Internet, il faut appartenir à une classe sociale ou à une classe économique ou à avoir accès à une facilité bien déterminée pour pouvoir répondre au questionnaire. Et du coup, c'est normal un peu que le questionnaire ne soit pas rempli par une façon équitable de gens venant d'horizons différents. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, mais merci pour cette précision. Non, mais également, si je dois souligner le fait que, à partir de ce travail-là, il était prévisible, du moins pour ma part, il était prévisible que les résultats vont nous donner, que les réponses vont ouvrir des perspectives très intéressantes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il est beaucoup plus généraliste, on va dire, mais il va ouvrir des pistes intéressantes pour pousser plus loin la réflexion sur chaque thématique ou bien sur chaque catégorie de réponse. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, de cette question de la présence féminine dans le fait migratoire. Et là, ça donne aussi donc l'idée d'un autre projet. Donc il y a comme ça des trucs qu'on peut exploiter et pousser la réflexion plus loin. Ça peut être le cas d'une étude spécifique pour les subsahariens, par exemple. D'accord ?
Alors, qui veut intervenir? Justement, au niveau de l'immigration, parce que j'ai eu l'occasion d'écouter les remarques, et peut-être plus que les remarques, les revendications, les suggestions de nos amis subsahariens, aussi bien au niveau du forum et de la société civile, c'est que réellement, il y a quand même, je pense, un gap à étudier, peut-être à souligner, entre le droit à l'intégration, en termes de droit, et l'intégration de fait. C'est-à-dire, est-ce que réellement il y a une application adéquate de ce droit qui est mentionné, qui est légiféré, qui est dans les textes, et l'intégration en elle-même? Je parle par exemple pour les étudiants, qui sont réellement des gens qui ont leur séjour légalisé et qui ont peut-être les moyens de subvenir à leurs besoins, qui sont intégrés dans des institutions supérieures, que ce soit étatiques ou privées. Je pense que c'est le privé qui est le plus, parce que l'étatique, ça commence à être un peu compliqué. Est-ce que réellement l'accès à la santé, l'accès au logement, l'accès aux couvertures sociales, ça se fait réellement? Et en plus, s'il n'y a pas l'obligation, ou s'il n'y a pas quand même l'objection de la loi, est-ce qu'il y a quand même des barrières d'ordre culturel, social et je dirais même raciste qui bloquent cette intégration? Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que l'enquête peut-être, on peut trouver ça dans les, comme disent les cinéastes, dans les roches, dans les brouillons de l'enquête. C'est que je pense qu'il y a quand même des avancées réalisées actuellement au niveau de la société civile, de prendre à bras-le-corps cette question d'immigration des subsahariens en particulier, pas l'immigration d'une manière générale, c'est de la société civile, que ce soit des subsahariens, les ONG et les organisations subsahariennes, ou bien internationales qui sont à Tunis, ou bien tunisiennes qui travaillent beaucoup sur ce sujet-là. Il y a pas mal d'études commanditées et financées par pas mal d'organisations. Et aussi, il y a aussi des pas avancés au niveau aussi de la population. Moi, j'habite la région de Darfadal, où il y avait le drame de l'assassinat de notre ami l'année dernière. Et ben, je vous confirme que les voisins subsahariens qui habitent près de nous sont réellement intégrés dans les cafés du quartier, dans le village. Je sais, j'ai pas enquêté, c'est juste une observation spontanée, j'ai pas enquêté sur le degré peut-être d'acceptation, d'intégration, de souffrance, peut-être d'actes racistes, de regards racistes, de comportements racistes. J'ai pas réellement de données, disons, scientifiques ou sociologiques, mais le combat de tous nous tous, pour joindre les propos dits actuellement, devrait devenir petit à petit un combat politique. Parce que réellement, on est en train de stigmatiser les migrants subsahariens comme des gens qui menacent l'emploi. Ils sont interdits d'avoir des contrats d'emploi. Même Radi peut-être peut nous expliquer ce que fait le GTD dans ce sens-là. Il y a aussi une stigmatisation des subsahariens qui sont en train de s'organiser pour migrer de nouveau vers l'Europe. Donc c'est à la Tunisie de jouer le rôle du gendarme qui va surveiller les côtes sud de l'Europe. Et il y a aussi quand même un combat réel au niveau de la société, c'est d'accepter cette tolérance, d'accepter cette diversité, même au niveau du culte. J'ai appris que les subsahariens s'organisent à Sfax, s'organisent à Sousse, s'organisent à la Ouina pour avoir le droit à la messe de dimanche. Donc réellement, c'est une intégration sociétale qui se fait au niveau de la pratique sociale, de la cohabitation sociale, du voisinage, et aussi de politiser ce combat pour qu'il devienne réellement un combat des Africains, nord-africains ou subsahariens, comme un combat réellement de la liberté de circulation de par le monde, et aussi comme un combat réel pour les droits économiques et sociaux, qui sont, là je rejoins mon ami et mon camarade qui a parlé avant moi, c'est que réellement il y a une pression européenne pour que la pauvreté reste en Afrique et les richesses remontent au nord, c'est clair. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'immigration régulière, mais je vais juste raconter deux situations que moi j'ai vécues et qui m'ont fait, par ce biais-là, connaître un peu le travail de Touré. Et j'ai embauché dans une société, dans une vie professionnelle, une quinzaine d'ingénieurs en informatique
parmi ces quinzaine d'ingénieurs en informatique, tous tunisiens, il y avait une qui venait du Sénégal et qui avait fait ses études en Tunisie et a eu son diplôme en Tunisie dans une école tunisienne. Ce travail-là a duré 2 ans. Au bout de 2 ans, les ingénieurs tunisiens sont tous partis en Europe. Quand je dis tous, c'est-à-dire sur les 15, il y a 14 qui sont partis. Les 14 Tunisiens sont partis en Europe. Et ils sont en Europe en situation parfaitement régulière parce qu'ils étaient partis en Europe avec des contrats à la clé et ils se sont installés au premier jour avec une situation, ils ont pu ouvrir des comptes bancaires dès le premier jour en Europe. Mon ami du Sénégal a eu beaucoup de difficultés, quand bien même moi, en tant que directeur de la société, je l'ai beaucoup appuyé et j'ai été avec elle dans les méandres de l'administration tunisienne pour qu'elle puisse bénéficier de l'autorisation de travailler du ministère de l'Emploi. Elle a eu l'autorisation de travailler pour 1 an. Au bout d'1 an, le ministère de l'Emploi a refusé de façon catégorique le renouvellement de son autorisation de travail, quand bien même la société, qui est une société française établie en Tunisie, l'a appuyé. Et on lui a signifié la nécessité de quitter le territoire parce qu'elle n'avait aucune situation régulière pour pouvoir continuer à travailler. Je ne sais pas si on parle là de l'absence de politique africaine ou politique tunisienne ou de l'externalisation des frontières, mais en l'occurrence, on peut parler, ce que m'a dit, et ça c'est la deuxième situation, un autre patron d'entreprise, qui lui, son cœur de métier, lui, c'est pas une société française comme dans laquelle moi j'ai pu travailler, j'étais salarié, c'est une société tunisienne qui a perdu 70 ingénieurs en l'espace de 3 ans. 70 ingénieurs, et c'est une société tunisienne qui était, au moment où elle était dans son plein essor, en capacité d'acheter une filiale française, une société dont elle a fait tellement ils avaient réussi leur projet qu'ils ont acheté une société commerciale en France pour en faire une sorte de devanture pour leur travail qui s'est développé de fond en comble en Tunisie. Et cet ami-là m'a dit, une des solutions pourrait être faciliter ou aider l'installation, même circulaire, d'amis ou de personnes qui viennent étudier ici. Il y a beaucoup d'étudiants subsahariens qui viennent étudier ici et à qui l'État fait une politique, l'État tunisien mène une politique réellement restrictive pour leur installation et pour leur capacité à s'intégrer, à travailler dans les économies pour lesquelles l'État se dit sur lesquels l'État se positionne comme en particulier les nouvelles technologies, se positionnent comme étant un secteur stratégique. Il est urgent, de mon point de vue, très utile de pouvoir réfléchir de façon différente. On est en train de réfléchir de la façon européenne. Les politiques tunisiennes, de l'immigration en particulier, sont des politiques qui sont calquées pas sur les intérêts du pays, pas sur les intérêts communs qu'on peut développer avec des pays africains, mais sur des intérêts réellement africains. Parce que quand un ingénieur tunisien part travailler en Europe, c'est renforcer les intérêts européens sur cette question-là. Et inversement, quand on empêche un ingénieur subsaharien, sénégalais, ou travailler ici, ou un Tunisien pour travailler dans des pays subsahariens, ça veut dire qu'on est en l'absence de politique commune avec ces pays dont on partage peut-être un peu plus d'intérêts qu'avec d'autres. Merci Adnet. Ce que je veux dire par les problèmes rencontrés, en fait, ce ne sont pas les problèmes de nature qui ont attrait à la question de l'intégration, etc., ou bien à la violence faite aux immigrants, mais beaucoup plus, là, l'idée, c'est d'insister sur les difficultés d'ordre administratif ou bien qui sont en relation avec les règlements, la violence policière, le fait que les immigrants, surtout subsahariens, sont rackettés, la question de l'amende, par exemple, la gestion de l'amende,
C'est tout ce genre de problèmes qu'on aimerait bien évoquer en ce qui concerne l'immigration irrégulière. Donc, si des témoignages, par exemple, de la part de nos amis subsahariens, dans ce sens-là, ça peut être très utile pour nous, hein, tous, et pour réfléchir sur les perspectives. Oui, Blamassi, oui. Excuse-moi. Vas-y, un peu de micro. Oui, pardon. Bon, alors, on va essayer de faire comme tu souhaiterais, parce que je pense que, bon, toi, tu abordes la question en termes de recherche, en termes de ce qui est d'ailleurs bien. Moi, personnellement, ça me dérange profondément, maintenant, qu'on invite les subsahariens juste pour parler des calvaires vécus. Parce que ça m'arrive. Quand on invite les subsahariens pour parler des problèmes qu'ils rencontrent. Pour moi, je pense que les problèmes, on les connaît tous de façon globale. Qui ne sait pas qu'il y a des problèmes de cadre de séjour? Qui ne sait pas qu'il y a des problèmes d'inadéquation de loi? Qui ne sait pas qu'il y a des problèmes d'accès à la santé? Parce que le problème, c'est que le ressenti des populations migrantes, c'est qu'on nous a invités, on a parlé de nos problèmes, et puis on nous a laissé rentrer chez nous. Et puis, ce que je vis continue. Pour moi, je suis plutôt dans la Tawa, je suis plutôt dans l'action. C'est quoi la réflexion participative? Comment on intègre migrants et Tunisiens ensemble qui réfléchissent? La situation, elle est là. La situation de la Tunisie, elle est là. Parce qu'il faut aussi qu'on fasse attention au double message. Qu'est-ce que j'appelle le double message? Quand on a voté la loi contre le racisme, moi j'ai fait partie de la commission, de l'une des commissions qui a travaillé sur cette loi. Et tout de suite, le premier élément sur lequel j'ai attiré l'attention des uns et des autres, je lui ai dit, Ruth Belk, ne faisons pas de telle sorte que la loi soit vécue comme une loi pour protéger des étrangers, des Tunisiens. Parce que si on fait ça, il aura un rejet. Le racisme peut toucher le Tunisien comme le migrant. Le migrant peut, lui, s'adonner à un acte raciste vis-à-vis du Tunisien. Ou vice-versa. Faisons une loi humaine. Pas une loi qui est liée à la question de la nationalité et autres. Parce que tout de suite dans le discours, on va nous dire qu'ils veulent protéger les étrangers des Tunisiens. Et ça va nous ramener à un autre discours que j'entendais après la Révolution, quand on parlait de l'absence de loi contre le racisme. C'était des chercheurs et des universitaires qui m'ont dit, mais comment vous voulez qu'on soit raciste en Tunisie? Comment vous voulez? Il y a des Noirs en Tunisie, il y a des Juifs. Et puis en plus, on est un État musulman. Et donc ça favorisait le déni. Et à l'époque, je leur ai dit, ben, écoutez, le racisme, d'abord, le Tunisien n'est pas raciste par excellence. Je ne connais pas un peuple qui soit raciste par excellence. Et deuxièmement, c'est de dire c'est un problème humain, sociétal. Et donc, s'il y a une absence de loi, évidemment, c'est une discrimination. Essayons de nous en pencher là-dessus sans faire une logique des gens accusés, levez-vous. C'est la même chose pour la traite des personnes. La deuxième loi. On a beaucoup parlé de la loi pour la traite des personnes et beaucoup d'acteurs de la société civile, quand ils parlent des acquis sur la question migratoire, ils disent on a une loi contre la traite des personnes. Comme s'il n'y avait pas de Tunisiens victimes de traite en Tunisie. Et on me dit non, c'est parce que le chiffre n'est pas important. Donc est-ce qu'on est obligé de se contenter de ces deux lois pour ne pas toucher le fond du problème? Parce que qu'est-ce que j'appelle le fond du problème? C'est la question, et je reviens là-dessus. C'est la question des réflexions communes. L'intégration à la fois est un problème économique, est un problème sociétal. C'est-à-dire que même si aujourd'hui il y a une loi contre le racisme, il y a une loi contre la traite des personnes, si je ne peux pas travailler, je ne suis pas heureux. Si je ne peux pas recevoir mon argent en compte bancaire, sur un compte bancaire, je ne suis pas heureux. Si je dois raser les murs parce que j'ai peur de me faire arrêter, je ne suis pas heureux. Si je me fais arrêter et que je ne peux pas porter plainte parce que je n'ai pas de papiers et que le policier peut m'arrêter immédiatement parce que je n'ai pas de papiers, évidemment, je ne suis pas heureux. Et en 2014, je finis là-dessus, ici à l'hôtel Carthage, à l'Asso Carthage, quand le secrétaire à l'immigration à l'époque, Ossine Jaziri, quand il nous a reçus ici, je leur ai dit, tant que nous n'allons pas voir la question migratoire sur une vision globale qui intègre tous les acteurs, c'est-à-dire tout simplement, on parle de travail, très bien,
L'UTICA parle de 150 000 postes à pourvoir. Des ingénieurs tunisiens partent. Les agriculteurs pleurent. Moi, je suis là depuis 2004. Chaque année, pour récolter les olives, les gens pleurent. Ils n'ont pas de main-d'œuvre. Voilà ce que j'appelle une stratégie de réflexion qui a dit, OK, on va combler. Parce qu'il faut que l'État, il faut aller dans une logique de gagnant-gagnant. L'État gagne et le migrant gagne. Vous prenez les étudiants, il y a 8000 étudiants. À l'époque, moi j'ai réalisé une étude avec la ESAT. On parlait de 5000 € dépensés par an par étudiant. On était en 2014. 5000 €, ça faisait par 2. Donc c'était genre 10 000 dinars. Alors, 10 000 dinars multipliés par 8000 par individu par an, parce que là c'est global, hein, parce qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup plus que ça. Entre 2014 et 2018, je mets les économistes de me dire si le tourisme a rapporté autant. Donc, il y a une manne financière, il y a une possibilité, il y a une opportunité, à la fois pour le migrant et à la fois pour l'État. Maintenant, nous, association, est-ce que nous allons faire une proposition concrète? Parce que sinon, je peux vous raconter mes misères là, tous les jours. Et ça ne va pas finir, on va pleurer ensemble, Ebad. C'est un peu ça mon souci. Voilà. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Mais bon, il y a aussi une raison pédagogique. Tu sais, on est là pour présenter les résultats de l'enquête, donc on est obligé, hein, quelque part aussi, de suivre le travail qui a été fait. Et puis, deuxièmement, tu sais, Blamassi, la question de la situation des subsahariens, ou s'il y avait des Syriens avec nous, je ne suis pas sûr que tout le monde connaît très bien les violences subies par les populations migrantes en Tunisie. Donc c'est bien aussi de rappeler cela, mais aller au-delà. Le but, ce n'est pas d'écouter des témoignages, c'est pas du tout ça. Hein. Il ne s'agit pas de faire une thérapie de groupe ici. Hein. Le but, c'est à partir de là, on va réfléchir, hein, ensemble sur les perspectives. Donc voilà un petit peu la méthodologie, hein, Blamassi. Donc s'il y a quelqu'un qui veut parler de la question des causes, et des problèmes rencontrés concernant les migrations irrégulières. Sinon, on passe au deuxième thème, qui est le micro. Moi, je pense sincèrement que les causes ont été énumérées et elles sont connues. Je ne vois pas l'utilité de revenir sur les causes. Par contre, parler de la situation des migrants subsahariens aujourd'hui en Tunisie en tant que terre d'accueil qui n'a jamais été confrontée à ce nouveau phénomène, donc ni sur le plan légal, nous n'avons de loi, ni la loi du travail, ni pour les séjours qui sont appropriés à la situation des migrants aujourd'hui en Tunisie. Et donc s'il y a un objectif prioritaire, c'est de mettre toutes nos capacités en tant que société civile pour faire du lobbying auprès des décideurs, auprès du Parlement tunisien, pour essayer d'avancer un tant soit peu le côté juridique. Au moins, il faut réviser le code du travail et concernant aussi l'accès, bien sûr, à la santé, etc. Donc, c'est le problème fondamental aujourd'hui. Au-delà, tu permets, Malassé, au-delà de l'aspect juridique, il y a aussi un aspect social. Il y a un effort à faire de part et d'autre, de part les migrants et de part les Tunisiens, et particulièrement la société civile qui travaille sur la question de la migration, pour que les migrants intègrent le tissu social. Moi-même, j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de migrants, mais je ne vois pas du tout qu'ils sont intégrés dans le tissu social du quartier. Et
j'en ai parlé avec eux, ils ont raison, il y a un peu peur des agressions, il y a le problème de la langue, il y a plusieurs problèmes. Je leur demande pourquoi vous n'allez pas dans les cafés, pourquoi vous n'allez pas regarder les matchs de football dans les cafés. Ils ont peur, voilà, parce qu'ils risquent de se faire agresser, ils n'ont pas les moyens de se défendre. Voilà le problème fondamental. Donc il y a vraiment un travail en profondeur à faire. Donc comme je l'ai dit, sur le plan des lois juridiques, donc ça c'est un travail à faire entre nous en tant que JTT et des associations tunisiennes qui s'intéressent et aussi des associations de migrants qui sont installées ici. Et réfléchir aussi ensemble à des actions dans les quartiers qui permettrait aux migrants d'intégrer ce tissu social. On peut faire des actions de nettoyage dans un quartier, de solidarité, on peut tout imaginer, et c'est un des moyens de les intégrer et qu'ils puissent se sentir comme chez eux ici. Bah, moi, c'est à propos surtout aussi sur le sud de la Tunisie, parce que c'est là-bas que je suis basé, entre Mednine et Zarzis. C'est à propos aussi des migrants irréguliers, parce que c'est ce que je connais. Surtout ceux qui viennent de la Libye et surtout aussi ceux qui ont eu du problème dans la mer Méditerranée et dont la police a envoyé en Tunisie. Un jour, j'ai rencontré des femmes qui étaient parties à l'hôpital de Mednine. Ils étaient 3, mais en fait, l'autre était enceinte. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, il y a une autre femme médecine qui les a refusés catégoriquement. Je ne sais pas d'avoir une soin médicale confortable à sa santé. Parce que selon leurs explications, lorsqu'elles sont rentrées à l'hôpital, la femme avait un problème de naissance. Ça dit bientôt qu'elle allait naître un bébé. Donc, il y avait un petit problème, je ne sais pas si elle a discuté. Parce que souvent aussi, le problème des langues, ça rend quelques difficultés entre nous et certaines qui ne comprennent pas, surtout le français aussi. S'ils parlent en français, l'autre médecine ne comprend pas, donc elles vont un peu discuter, l'autre ne comprend pas sa langue, l'autre aussi ne comprend pas ce qu'elles disent. Donc, lorsqu'elle a parlé son problème au docteur, le docteur lui a dit, franchement, il faut rentrer, il n'est pas nécessaire que tu restes de suite là, parce que l'heure de naissance n'est pas arrivée. Alors que la femme, son ventre le faisait très mal. La femme a catégoriquement refusé, elle et ses amis, elles ont dit franchement qu'elles ne peuvent pas sortir parce qu'elle allait très mal. Donc elles sont restées là-bas jusqu'à quelque sorte. La femme a voulu appeler même la police pour faire sortir la migrante. Et c'est une autre femme qui est venue là-bas, franchement, et intervenir jusqu'à laisser l'autre migrante s'asseoir maintenant et commencer à discuter entre eux maintenant jusqu'à... Et alhamdulillah, la fille a eu naissance en ce moment-là. Parce que s'il allait sortir, elle allait avoir beaucoup de difficultés. Donc, je ne sais pas si c'est un acte raciste, ça je ne peux pas le confirmer, ou soit parce qu'ils sont beaucoup disputés entre eux, ou si c'est un acte c'est-à-dire s'ils ne se comprennent pas, ou c'est parce qu'ils ne se comprennent pas, bon, ça je ne peux pas confirmer entre ces deux, c'est quoi. Et en plus aussi, surtout dans le problème de l'intégration à Mednine et à Zarzis, c'est... La population nous laisse très librement, mais l'intégration est très difficile pour nous, les migrants irréguliers qui se trouvent à Zarzis là-bas. Et le problème de santé aussi, parce que entre nous, migrants irréguliers, j'ai vécu la Libye, je connais ce qui se passe à Libye. Il y a des femmes qui sont violées, il y a d'autres femmes même qui se prostituent pour avoir quelque chose à manger. Et maintenant, si eux tous rentrent à Tunisie, ici,
quand ils ne voient pas une association, franchement, ce n'est pas facile de partir voir un ami ou partir directement à l'hôpital, parce qu'il y a certaines aussi qui ne sont pas instruits, quoi. Donc, manque d'instruction, ils ne peuvent pas aussi, elles vont avoir honte. S'il n'y a pas une association qui va les aider, elles vont avoir honte, partir dire à leurs amis que franchement, ceci me fait mal, donc il faut que... C'est-à-dire elles ont honte de parler tout ce qui leur fait mal à leurs amis ou partir à l'hôpital. Donc elles préfèrent rester là-bas jusqu'à la maladie va s'aggraver. Donc ce que moi je souhaite, comme vous m'avez invité, j'ai vu franchement c'est une association qui part de l'avant. Donc je souhaitais que vous partez un peu visiter là-bas et voir la situation, parce que ce que j'ai vu, vous êtes basé qu'au nord seulement et le sud, il n'y a pas cette association. Donc, moi, à mon avis, je souhaite que vous partez nous aider vers là-bas, aider nos amis, aider nos sœurs aussi. C'était tout ce que j'avais. Oui, merci. C'est juste une information et une réaction par rapport à ce qu'il a dit. Donc, au sein de l'IGTT, nous avons créé 4 espaces pour les migrants. Un à Tunis, un à Sousse, un à Sfax et un à Mednine. Donc, vous pouvez aller à l'Union régionale du travail de Mednine et vous trouverez l'espace migrant là-bas. Il y a des points focaux, il y a 2 points focaux, vous pouvez les contacter. Et justement, on est intervenu à plusieurs reprises pour résoudre pas mal de difficultés qui sont... Bien sûr, on ne peut pas régler les problèmes qu'ils ont un aspect juridique, ça c'est non. Mais une aide dans un hôpital, dans un dispensaire, pour des salariés qui n'ont pas reçu leur salaire, pour des agressions, on peut intervenir et aider à travers nos syndicats qui sont dans ces établissements-là. Ok, merci beaucoup. Je me représente, je me nomme Kakou Galia Eric, je suis secrétaire général de l'association des Ivoiriens. Il faut dire qu'en ce qui concerne le sujet, l'immigration irrégulière, bon, les causes, les problèmes sont énormes. Déjà, il y a déjà un confrère qui vient de citer certains problèmes. Mais en tant que membre d'association, il y a beaucoup de choses auxquelles nous sommes confrontés. Voilà. Une personne en situation irrégulière, ici en Tunisie, c'est comme un objet sans propriétaire. C'est comme si c'est une personne qui est exposée à tout, c'est-à-dire que c'est une personne qui est dépourvue de tout, qui ne peut pas rentrer en possession de ses droits, qui n'a rien, c'est une personne libre. Et les problèmes, au fait, c'est vrai, comme le dit, j'ai oublié un peu le nom du monsieur, mais c'est vrai, les subsahariens sont énormes ici, ils sont beaucoup ici, mais ils ne peuvent pas prendre l'emploi des Tunisiens parce qu'il y a des secteurs dans lesquels où un subsaharien ou un étranger ne peut pas exercer, il y a. Mais il y a aussi dans des secteurs où la Tunisie aussi a besoin de la main-d'œuvre. Ça, on ne peut pas le nier. Ça, on ne peut pas le nier. C'est parce qu'il y a un vide que certains Tunisiens, les employeurs tunisiens, emploient les subsahariens. Mais pourquoi ces subsahariens ou bien pourquoi ces étrangers ne peuvent pas rentrer en possession de leurs droits? Pourquoi on ne peut pas leur délivrer un contrat de travail? En temps, il y a une loi qui dit qu'il faut avoir un contrat de travail pour avoir la carte de séjour. Mais là, le problème est à qui? Ce n'est pas à celui qui se déplace, qui refuse de faire ses papiers. En Tunisie, ici, le problème, c'est que l'État nous-mêmes nous oblige à rester dans une situation irrégulière. C'est comme ça, moi, je vois. Parce que la loi dit qu'il faut avoir un contrat de travail pour avoir une carte de séjour. Ok, tu te bats pour avoir un contrat de travail. Comment tu as fait pour avoir le contrat de travail? C'est-à-dire qu'il faut avoir une carte de séjour pour avoir un contrat de travail. Bon, si l'autre vient dans l'autre sens, l'autre se retourne. Mais là, le migrant, il va faire comment? Il sera obligé de rester dans sa situation. Et s'il reste dans cette situation, l'employeur va le manipuler. Et tout d'abord, il travaille, son salaire est confisqué. Et l'employeur lui dit, va te plaindre où tu veux. Parce qu'il sait
Il sait que l'administration tunisienne ne peut pas recevoir ce migrant qui est dans une situation irrégulière. Donc, déjà, son passeport, c'est confisqué, il ne peut pas se déplacer aussi. Donc, toute chose, c'est-à-dire que le migrant est mis sous emprise à cause de sa situation irrégulière. Ça, c'est des problèmes énormes. Il n'a pas droit à la santé, et c'est encore pire dans le domaine de la santé. Je cite, à l'hôpital Rapta, il y a des Ivoiriens, il y a des Subsahariens, beaucoup de Subsahariens qui meurent à la Rapta. Ils ne sont même pas traités. Souvent même, il y a des mots, même quand même un malade a besoin d'une compensation. Mais quand même, quand un malade attend que, non, nous ici, on ne traite pas les Noirs. Même si tu pouvais guérir. Parce que nous, on a accompagné certains malades, il faudrait le dire. On a accompagné un malade, voilà mon frère. Devant lui, on a entendu ce que la jeune dame a dit. Elle dit non, ici nous on ne traite pas ces cas. C'est frustrant. C'est frustrant. Même si on doit parler d'une langue, même si on doit parler de certaines choses, mais quand même il faudrait qu'on se mette d'accord sur une seule chose. C'est qu'on est même chose. On est même chose. Mais si on refuse d'être même chose, c'est qu'on ne peut pas parler de l'intégration. On est accepté, on le dit, on est accepté, mais comment? On est accepté comment? Comment? Parce que oui, c'est vrai, on loue les maisons, oui, on loue les maisons, on travaille, mais on travaille. D'abord, il y a une discrimination au sein du travail. Parce qu'on travaille, on n'a pas le même salaire. Nous sommes les mêmes employés, mais on n'a pas les mêmes salaires. Dans le secteur bâtiment, ce n'est pas le même salaire avec les Tunisiens. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais quand même, nous tous, on constate ça. Et on travaille ensemble, il y a les salaires des subsahariens qui sont confisqués, il y a des salaires des Tunisiens qui sont versés. Mais on dit qu'on accepte les subsahariens. Mais comment on les accepte? On les accepte en bloquant leurs salaires, on les accepte en bloquant leur passeport. Moi, je ne comprends pas. Pour quelqu'un qui travaille, il a besoin de son salaire pour payer son loyer, pour se nourrir. Vous voyez, aussi un problème au niveau des loyers. Ce n'est pas la même. Un subsaharien, il doit payer un loyer de 200 dinars. Un Tunisien le loue à 100 dinars. Mais c'est le double. C'est le double. Et il y a un monsieur qui a intervenu avant moi, mais il le sait, à Dalfada, vous-même vous constatez aussi, ce n'est pas le même prix. Il y a des subsahariens qui se plaignent à longueur de journée. La facture au niveau des steaks. Ouais, nous sommes en décembre, les factures vont pleuvoir. Il y a des factures même qui ne sont même pas... Quand même, on n'est pas dupe, excusez-moi, mais on n'est pas dupe. On n'est pas aussi... Les subsahariens, les migrants qui se déplacent, d'autres ont un niveau d'études un peu élevé avant de venir ici. Mais quand tu n'es pas chez toi, tu acceptes le travail qui est à ta portée parce que tu veux survivre. Mais nous voyons des factures qui ne sont même pas réglementées. Des photocopies de factures, on nous dit oui, c'est la facture des steaks, il faut payer 1000 dinars. Nous sommes en décembre. Si vous voulez, ensemble, on peut sonder le terrain. On va voir des factures. Monsieur, vous-même, vous constatez le problème. Il y a des subsahariens qui viennent auprès de vous pour signaler ce problème. On a résolu certains problèmes. Ah bon? Mais là, on dit oui, on accepte les subsahariens, oui, l'intégration. Mais l'intégration, comment? Il y a un Tunisien à côté de moi qui paye une facture à 50 dinars, 25 dinars. La plus grande facture d'un Tunisien, peut-être que c'est 50 dinars. Mais moi, je paye ça à 200, à 300, 500, 1000 dinars, 2000 dinars. J'ai quoi dans la maison? À peine même le monsieur, il regarde la télé qu'il a acheté, même le wifi même qu'il a acheté. Parce que le monsieur, matin, il se lève, il va au travail, à son retour, il est fatigué, il dort. Mais en temps normal, qui devait payer moins? Mais là encore, c'est encore plus. Donc vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Donc si on veut régler le problème de la situation irrégulière, il faudrait qu'on touche ce problème de loi et aussi on essaie de voir, que la société civile essaie de voir l'État à revoir ses lois. D'accord. Blama, ses dernières remarques. Hein. Parce que je sais que j'ai beaucoup. Alors,
je remercie Eric, mais je pense que quand il a parlé des factures, vous avez compris qu'il y a un problème d'information. Parce que ce débat des factures, je peux vous dire que moi, on en a entendu parler depuis 2011. Et le seul problème, c'est que les gens ne sont pas informés. Vous savez, c'est un peu la même chose qui s'est passée avec les Libyens. Quand, par exemple, en Libye, ils ne payaient pas l'électricité. Et quand ils sont arrivés en Tunisie, beaucoup se sont fait avoir parce qu'évidemment, ils ne savaient pas comment ça s'est calculé et tout ça. Donc, on a un problème d'information. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens, ne croyez pas que l'ASTEG enregistre les domiciles occupés par les étrangers et puis on appuie un bouton pour augmenter chez vous. Il y a un problème d'information. Il y a ce problème-là. Parce que la malhonnêteté, c'est au niveau des propriétaires. Parce que au niveau des propriétaires. Parce que quand un propriétaire vous dit que la facture, tu la payes chez moi, au lieu de payer chez l'ASTEG, quand un propriétaire te dit que comme ton nom n'est pas sur le compteur, donc la facture, tu payes chez moi et moi, je paye. Ou bien il te dit, donc ce qui fait que, parce que, moi je prends par exemple, en 2013, il y a un immeuble à Lafayette, rue La Colombe, juste en face de l'hôtel Lafayette. C'est un dentiste, il s'appelle Enis Benchaben. Il loue que aux étudiants étrangers, principalement. Et une année, tout, c'est parce c'est une grosse entreprise. Il a un autre bâtiment à Ossine Bouzayen, un autre à Bosch Bakouche, un autre à Bebel Khadra, donc, et un autre à Nage à la rue de la Liberté. Et c'est toujours la même donne. C'est-à-dire que les factures sont payées chez lui, et puis eux, ils payent au niveau de la STEG. Et évidemment, une année, les étudiants, moi-même j'ai habité là-bas, tout le temps, il y avait des problèmes, évidemment. Quand tu vois quelqu'un qui n'a qu'un ordinateur PC et qui n'a pas de chauffage, et qui se retrouve à payer 1500 dinars de factures, quand même, il y a un petit problème qu'il faut voir. Donc ça, c'est d'une part. Mon problème, excusez-moi, moi je lance un appel à l'UGTT. L'UGTT reste incontournable, c'est la question de la société civile. Et avec tout le respect que je dois à l'UGTT, je demande à l'UGTT une fois de plus de collaborer avec les associations de migrants. Les espaces migrants qui ont été ouverts partout, pourquoi les migrants ne les fréquentent pas? Parce que nous, on n'est pas informés et nous, on ne fait pas le relais. Quand j'ai rencontré le secrétaire général de l'UGTT, M. Taboubi, je relançais l'appel. Quand j'ai rencontré Mme Naïma, j'ai relancé l'appel. Quand l'UGTT a organisé la rencontre RMS et comment on appelle ça, le réseau méditerranéen. Oui. Les absents, c'était qui? C'était encore nous les migrants. Et on parlait de travail de migrants. On nous a même pas invités, même pas pour présenter la situation ou en quoi que ce soit. Moi, j'ai participé en tant que consultant pour le BIT sur le projet Fair Recruitment qui a abouti à la mise en place des points focaux. On nous a juste demandé de raconter les problèmes rencontrés par les migrants et puis bye bye. Donc, moi, je pense que ces espaces qui sont des endroits intéressants, qui sont des endroits bien, peuvent profiter à tous si on nous laisse, nous aussi, migrants, s'approprier le projet. Et c'est ça, qui passe l'information ou qui fait quoi? C'est ça souvent le problème. Sinon, nous savons qu'il y a un travail extraordinaire qui est fait. Maintenant, pour revenir sur la question de l'accès au travail, la loi dit quoi? La loi dit qu'il faut prouver qu'un migrant ne peut pas, un Tunisien ne peut pas exercer le travail qui est fait par le migrant. Et donc, la décision émane du bureau de la main-d'œuvre étrangère. Dans le processus, il y a un truc qui est important. Le bureau de la main-d'œuvre étrangère n'a pas besoin de la carte de séjour. Parce que quand vous remplissez les documents, la partie carte de séjour n'est pas obligatoire. Mais par contre, il n'y a personne qui accompagne cet employeur ou qui lui explique la procédure. Donc il suffit que l'employeur sorte à un premier problème, hop, il arrête. Et c'est tout à fait logique. Donc il n'y a pas cette prise en charge-là. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, c'est qu'en Tunisie, selon le bureau de la main-d'œuvre étrangère, le travail domestique n'est pas régi juridiquement. Donc pour eux, c'est un problème pour se pencher sur la question des travailleurs domestiques subsahariens. Ça, c'est ce qu'ils avancent comme excuse. Vous avez les étudiants qui n'ont pas le droit de travailler. Jusqu'à présent, ils n'ont pas le droit de travailler. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a des migrants, pour avoir une situation régulière, vont faire une fausse inscription dans une université privée ou un centre de formation professionnelle.
Et on a des étudiants pour travailler, vont aller travailler en cachette. Donc, vous avez deux populations qui sont mélangées. Parce qu'il n'y a aucun travailleur en situation régulière. Ils sont très rares, qui sont au nombre de... et qui sont pas inscrits quelque part comme étudiants. Un autre facteur, c'est même la connaissance des agents de police de la loi sur la question migratoire. Par exemple, pourquoi beaucoup de migrants habitent à la Ouina? Parce que ça coûte moins cher. Mais parce que le poste de police du Berge du Lac, ils sont plus souples. Quand vous allez dans d'autres postes, il y a des postes de police qui refusent même l'exonération qui est donnée. Donc du coup, beaucoup de migrants vont mettre des noms. On a trouvé une année où il y avait 50 personnes sur un contrat de bail. Parce que tout le monde s'est dit, c'est plus facile à la Ouina d'avoir une carte de séjour. Donc tout le monde veut aller habiter dans cet endroit. Et petit à petit, ça va donner une sorte de ghettoisation, des rassemblements de personnes dans un endroit donné. Alors, on a ce paramètre-là du fait, parce que moi j'ai rencontré souvent des agents de police qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ici en été? Si tu es venu étudier en été, tu dois rentrer chez toi. Tu ne dois pas rester là. Vous prenez par exemple, pour ceux qui connaissent la Ouina, quand vous prenez le rond-point du bœuf sur le toit, mais le poste de... les agents de police qui s'arrêtent là les soirs, mais c'est de la raquette. Ils sont là juste pour raqueter les migrants. Donc ils savent qu'il y a beaucoup de migrants en situation irrégulière qui habitent la zone. Donc quand on t'attrape, c'est 30 dinars. Et les propositions indécentes aux femmes sont régulières. Il y a des filles qui nous ont donné comme témoignage qu'on nous arrête, on nous envoie au poste de police le poste de police de l'Ariana, là, vers Magro. Et là-bas, on nous demande de faire des choses et on nous libère à 5 h du matin. Et ça, ce sont des migrantes qui se plaignent, qui racontent ces réalités-là. Donc, la raquette, elle est là. Ça frappe, c'est direct. Ensuite, l'autre point, c'est la question même d'accès à la banque. La Tunisie n'a pas de loi sur l'asile. Les demandeurs d'asile ne peuvent pas signer de contrat. Ils vont signer le contrat sur la base de quel papier? Donc, ils ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire. Donc, ils sont dans une situation précaire d'emblée. Et un autre point, c'est l'existence des centres de rétention, Wardia, Samarni. Vous savez, la Tunisie ne fait pas d'expulsion. La Tunisie fait une reconduite aux frontières. C'est l'expulsé qui doit payer lui-même son billet d'avion. Et ceux qui sont placés à Wardia, ils n'ont pas d'assistance juridique. Parce que quand l'article 69 est déclenché, il n'y a pas de recours possible. C'est-à-dire que même si vous avez affaire à quelqu'un, vous êtes en justice, et que par exemple le procureur dit, nous allons instruire un procès. En attendant que vous soyez convoqué pour le procès, la police des frontières peut dire, nous on t'expulse pour situation irrégulière. Donc du coup, le jour du procès, tu n'es pas là, vu que tu es parti. Et ils vont te dire, c'est pas grave, va chez toi et reviens parce que l'article 69 a été déclenché. Et à Wardia, personne ne sait, parce que même la Ligue tunisienne des droits de l'homme, pour avoir accès à Wardia, c'est problématique. Et je peux vous dire que Wardia n'existe dans aucun dispositif juridique. Parce que nous, on a fait une étude là-dessus, on nous dit que c'est des lois de l'époque du BEI qui étaient censées lutter contre l'immigration, l'exode rural. En 1979, le président Bourguiba en a fait un centre avancé de la police des frontières. Donc aujourd'hui, Wardia, qui n'est pas une prison, ne relève pas du ministère de la Justice, mais relève plutôt de la garde nationale, donc du ministère de l'Intérieur. Et c'est de Wardia que les déportations sont faites. Parce que quand un migrant est mis là-bas, s'il n'a pas les moyens de payer son billet d'avion, est-ce qu'on pense qu'on va continuer à le nourrir et il dort tranquille? Non, on l'envoie et on a eu des preuves de personnes qui ont été déportées à la frontière algérienne ou à la frontière libyenne. En août dernier, 36 migrants ont été déportés à la frontière libyenne. Et donc, voici, ça relève encore de la question juridique et ça doit nous interpeller sur le plan de ce que nous pourrons faire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a des questions souvent qui relèvent peut-être du manque d'information, d'une part. Et deuxièmement, il y a des questions aussi qui vont relever du fait qu'il y a beaucoup de problèmes, il n'y a pas de cours constitutionnels. Donc, évidemment, certaines lois qui doivent faire l'objet d'une abolition ne font pas d'objet d'abolition. Le plafonnement des pénalités, c'est 3 000 dinars. 3 000 dinars par an pour un migrant qui travaille, qui est payé à 10 dinars par jour, où il trouve l'argent pour venir payer sa pénalité. Et ensuite, quand il va payer le plafonnement, quand il va payer les pénalités, il faut qu'il prouve sa situation pour rester.
Donc, ce qui veut dire que d'une façon ou d'une autre, il va repartir et revenir payer les 3 000. Il préfère payer 1 500 dinars à un passeur et aller mourir en Méditerranée. Parce qu'il croit que l'avenir pour lui se trouve de ce côté. Donc voici un peu, moi je pense qu'il n'y a pas tous les migrants ici n'ont pas l'intention de forcément traverser. Mais cependant, aujourd'hui, le nombre de départs, je vous le jure, il a explosé. Le nombre de personnes qui viennent s'inscrire au retour volontaire de l'OIM, juste pour pouvoir partir et changer de passeport pour revenir, est aussi important. Donc voici un peu la réalité, ce que je voulais présenter moi comme défi au niveau des migrants. Et puis désolé d'avoir trop monopolisé la parole. Alors, donc, de toutes les façons, toutes les interventions confirment en quelque sorte les résultats de l'enquête, hein, c'est-à-dire les difficultés qui ont été énumérées dans les réponses. Voilà, donc l'écho est là. Et ça nous permet également aussi de mesurer à quel point le travail sur la question migratoire est très très important. Alors, donc on a un petit peu évoqué la question de l'immigration irrégulière, puis les questions de l'intégration. Peut-être je vais revenir sur la remarque de Blamassis sur la question de l'intégration et la guillotisation. Il est vrai que la situation des migrants en Tunisie, et particulièrement des subsahariens, si elle ne ressemble pas au cas des Albanais, par exemple en Grèce, ça c'est une véritable guillotisation. Les subsahariens en Tunisie donc, habitent pratiquement dans les quartiers, bon certes plutôt populaires, hein, ce n'est pas les quartiers UP, mais c'est-à-dire il y a une certaine proximité spatiale, c'est-à-dire ils sont là, ils habitent avec les Tunisiens, c'est des voisins, ils se voient tous les jours, etc. Donc on a tendance à croire qu'ils sont bien intégrés. Or, cette proximité spatiale cache une véritable violence quotidienne, et une violence très variée, très diversifiée. Donc là aussi, il me souvient qu'en 2013, j'ai proposé un projet sur ça, hein, de travailler sur la proximité spatiale et la discrimination contre les subsahariens en Tunisie. Et le but était d'abord de lister évidemment les problèmes, puis par la suite proposer des alternatives, des solutions au pouvoir public, pas uniquement à la société civile. Parce que la société civile, ça tu le sais très bien, Blamassis. On se voit très souvent, on discute des mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes points qui reviennent. Puis par la suite, voilà, au revoir et merci, on se verra dans le workshop d'après. Et ça s'arrête là. Non, mais le plus important, c'est vraiment aller sensibiliser ou bien proposer des solutions au pouvoir public. C'est-à-dire, lorsqu'on dit, par exemple, il faut que la loi change, ben c'est à nous, peut-être, de faire l'effort et d'aller proposer. Voilà, nous avons fait un effort pour rédiger ou bien pour modifier tel ou tel texte de loi, et voilà. Et maintenant, on le soumet au pouvoir public, on le soumet au Parlement, etc. C'est donc par un travail de lobbying et de soutien donc réciproque. Alors, voilà, donc, et là, on vient au troisième point, donc c'est les alternatives. Ça peut être ça peut être les visas free, ça peut être les migrations circulaires, mais ça peut être autre chose aussi que vous pouvez donc proposer. Les filles, j'aimerais bien connaître un petit peu votre position sur la question, même d'une manière générale, hein, pas forcément sur la question des perspectives, des solutions. C'est un détail, mais ça pose un grand problème. Mais pendant les vacances, c'est ça? Même pendant les vacances. Même فما des associations تبقى قاعدين يخدموا على
قاعدين يعملوا دي بروغرام ديتي باش يقريو اللونغ معناها sur le plan résultat ما شفناش حاجه كبيره ما شفناش. Donc il y a une sorte aussi de défaillance des politiques publiques en la matière, c'est-à-dire l'OTE, l'Office des Tunisiens étrangers, elle est là depuis des décennies et des décennies, et on sait très bien que chaque été ils organisent les cours d'été, voilà, les cours de langue, etc. Mais on ne voit pas vraiment le résultat. Et ce qui est bizarre, c'est que ça a un effet contre-productif. C'est-à-dire, c'est tellement mal fait, en fait, hein, et ça obéit à des considérations autres que vraiment être au service des immigrants, ou bien des Tunisiens à l'étranger. C'est des calculs entre eux. Hein, et donc, évidemment, ça impacte la qualité des programmes proposés. Ça aussi, ça confirme les résultats de l'enquête, c'est que les gens qui ont été donc qui ont répondu pensent que réellement le pays d'origine ne fait pratiquement presque rien pour eux. Donc voilà. Alors, les perspectives, si vous avez quelque chose à ajouter. أول حاجة مشكورين على الاستضافة لي. نحب نحكي فيما يخص الهجرة. الهجرة هي مسألة معناها كبيرة برشا وقاعدة تنتشر وفي ظاهرة ولات كبيرة عندنا في تونس. عندها عدة أسباب. ثم أسباب. الأسباب الأمنية متعددة. ثم دوافع اللي هي الأسباب مثل الأمنية كما تشوفوها par exemple نحكوا على ليشيل انترناسيونال مثل الوضع في سوريا ولا في ليبيا. الأوضاع هذه تدفع شعوبها باش تهاجر في إطار هجرة شرعية أو لا بليبار هجرة غير شرعية، إطار اللجوء وغيره. فهمتني؟ احنا في تونس أغلب الدوافع نتاع الهجرة هي المشاكل الاجتماعية واللي نعيشوها تو ونشوف فيها الثورة تو. عدة وضعيات المعطلين، وضعيات الحظاير. معناها الدولة مشات في خيارات اقتصادية همشت الطبقات الاجتماعية على اختلاف فئاتها العمرية وعلى اختلاف مستوياتها العلمية. اليوم المشكلة نتاع الهجرة ماشية ولات معادلة وطنية صدقا. فهمتني؟ اليوم كي تشوف معناها خير شبابنا من مهندسين واطباء، فهمتني، بعد ما الدولة تصرف عليهم وتكونهم وتقريهم، فهمتني، يوصل معناها يتخرج تلقاه برا. هذه معادلة معناها نقطة كبيرة. فهمتني؟ إذا خير الشباب البلاد هذيا اللي مش تبني به معناها مستقبل البلاد هذيا، معناها بعد ما تقريه وتتعب عليه تخسر عليه الدولة آلاف الدينارات، فهمتني، باش توصل للمستوى هذاك، فهمتني، ما تلقاش. اليوم باغ اكزومبل نحكوا في نقطة أخرى أبار المشكلة نتاع الهجرة نتاع الأدمغة. اليوم فما عدة نقاط نتاع مناطق عبور. عندنا باغ اكزومبل في المهدية منطقة عبور هي منطقة ملولش. علاش منطقة عبور؟ سؤال يطرح نفسه. لأن المنطقة دي ما عندش. اليوم أنت إذا ما عندكش معناها ناس تطالب بمعناها تهيئة مرفأ، فهمتني، لعشرات السنين وتقعد مع مسؤولين تحسهم فاقدين حتى الشرعيه، فهمتني، فاقدين المسؤوليه، فهمتني، في حد ذاتها. اليوم معناها كي تبدا فما مناطق مهمشه دونك ولا بليبار تاع الناس اللي تهاجر بطرق هذه غير شرعيه هي من الجهات المحرومه. نعطوا مثال باغ اكزومبل القروات والا من الحكومه الشعبيه نعرفها في تونس، سيدي حسين وغيرها، فهمتني. الناس هذوما اصبوا كيفاش الناس تجمع فلوس وتمد فلوس بطرق معناها عديده ومتعدده باش يخرج، فهمتني، لانه الواقع في تونس الاقتصادي والاجتماعي معناها ماشي للانهيار، فهمتني. اليوم صدقا لو فما نقطه كبيره نتصور معناها شاطر الراي معناها ما نختلفوش فيها، خلينا نقول لك، لو الثروات نتاعنا اللي قاعد تنهب فيها اللي حاط يدها الدول الاستعماريه، فهمتني، لو تهز يديها الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس راه مش يتغير، فهمتني. اليوم كي نحكيو على الهجره الاخرين معناها من الافارقه، معناها نحكيو على عده مشاكل عانوا فيها في تونس. حتى احنا التوانسه الموجودين
في الخارج راهم يعانيوا من عده مشاكل، والمشاكل تعيشوا فيها انتم، راهم يعيشوا فيها اخوتنا واصحابنا فهمتني، ولاد بلادنا فهمتني. لو يتحل ملف الثروات، ملف الطاقه، تونس الواقع الاجتماعي والاقتصادي راهو يتغير. على الاقل الشباب يتقلص نسبه البطاله، يتحسن البنيه التحتيه فهمتني. النقاط هذه مهمه جدا، معناها مساله الثروات. مشكل بار اكزومبل المشاكل اللي عندنا ثروات ظاهره وثروات غير ظاهره فهمتني. اليوم الثروات هذه لازمها الدول الاستعماريه تزيدها عليها باش نجموا نبنوا اقتصاد وطني، باش نجموا نبنيوا بنيه تحتيه، نجموا نحسنوا الواقع الاقتصادي والاجتماعي، نجموا نخفضوا في نسبه البطاله، نجموا نحسنوا حتى المواطن التونسي يولي يتحمس ويتبدل الشعور بالخيبه والشعور انه فاشل، ما ينجمش يبني مستقبله وما ينجمش يغير. على الاقل اذا نوصلوا نغيروا الشعور هذايا، نغيروا طريقه تفكير المواطن البسيط فهمتني، اكيد راهو باش نخفضوا في النسبه نتاع الهجره اللي غير شرعيه. وما عندي ما نضيف اخر. شكرا. Oui, c'est. Pardon. Si, oui. Non, mais il insiste surtout sur le lien entre en fait, pauvreté, précarité, marginalisation et immigration. Et que pour lui, il y a un rôle que l'État doit jouer dans le sens de l'amélioration des conditions économiques et sociales, surtout des jeunes. Et des populations donc défavorisées. Ça peut être une introduction donc pour stopper un petit peu donc l'immigration. Donc voilà, c'est surtout ce lien-là entre pauvreté et immigration qui a été déjà souligné, hein, qui a été aussi donc. Économique aussi. Ouais. Oui, bien sûr, il pense aussi qu'il faudrait peut-être changer de modèle économique et aller dans le sens de peut-être de nationaliser ou en tout cas lever cette mainmise des puissances étrangères sur les richesses et ressources tunisiennes. Donc ça, c'est son point de vue. هو فتحي كانك انت ترجمت كانك انت ترجمت Bon, oui, allez-y. Oui, moi j'ai une proposition à faire. Bon, ça peut à la fois toucher l'intégration, tout comme voilà, les alternatives. Je prends, par exemple, l'intégration. Je ne sais pas si d'abord si l'État tunisien a une politique d'intégration pour les étrangers au sein de son territoire. Pas du tout, je pense. Voilà. Donc là, si on peut faire un constat, c'est que la Tunisie est un petit peu favorable pour les étudiants ici, en Tunisie. Mais comment ces pays qui incitent les étrangers à venir poursuivre une formation ici n'arrivent pas, en fin de compte, intégrer sur le plan, je dirais, professionnel, ces étudiants qui à la fois peuvent devenir des ambassadeurs de ces pays une fois de retour dans leur pays. Et je dis ça par rapport au fait qu'ils apprennent, ils ont aussi envie de matérialiser cette formation reçue afin de pouvoir soit aider leur pays à se développer ou soit aussi être favorable pour la Tunisie d'un point de vue compétitivité. Alors, par rapport à ça, j'aimerais aussi interpeller l'UGTT qui est l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, qui au sein, bon, justement aussi avec le patronat de TICA, comment aujourd'hui les entreprises tunisiennes qui veulent aller conquérir, soi-disant, c'est leur terme qu'ils appliquent souvent, aller conquérir l'Afrique, les marchés africains, ils veulent alors aller s'intégrer dans les pays africains afin de pouvoir développer leurs entreprises, leur travail. Comment eux, ils pensent, est-ce que ces entreprises ont-ils l'idée de pouvoir s'associer à nous dans ces combats qu'on mène d'intégration des étrangers, puisque si jamais ces étrangers sont intégrés et qu'ils disposent bien sûr de cette possibilité d'entreprendre des stages, d'être formés chez eux, ils peuvent avant aussi devenir pour eux
ces ambassadeurs, avec qui ils peuvent se rendre dans leur pays d'origine pour pouvoir implanter leur entreprise. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est aussi important de pouvoir associer ces entreprises tunisiennes dans cette réflexion d'intégration, inciter les pays à pouvoir disposer plus des lois, soit à pouvoir avoir une loi qui donnerait accès à l'étranger de pouvoir travailler dans un premier temps pour acquérir cette formation, cette expérience professionnelle au sein de leur entreprise basée en Tunisie et avant peut-être développer plus tard cette approche dans les pays d'origine. C'est un peu ça ma question. Merci. C'est là. Il nous reste 10 minutes à peu près pour terminer. Alors, par rapport au troisième point qui est quelle alternative? Je crois que l'alternative la plus viable, c'est l'action. On a trop souvent discuté, parlé, analysé. Maintenant, il faut des actions concrètes avec des objectifs concrets. Pour ma part, je pense que la question essentielle qui pourrait elle-même résoudre d'autres problèmes, c'est la question du Code du travail, le droit au travail. À l'UGTT, on parle du droit au travail décent. Si on pouvait faire la coordination entre les différents acteurs de la question migratoire en Tunisie, que ce soit les Tunisiens ou les associations étrangères qui sont installées telles que l'OIM et aussi les associations de migrants, pour faire un véritable travail. Bien sûr, ce ne sera pas à court terme, c'est un travail qui va prendre du temps, mais qui est nécessaire pour déclencher un véritable processus d'intégration des migrants qui sont en Tunisie. Donc, je résume, donc, allons vers un but précis et concret, mais faisons-le ensemble. Moi, j'ai une proposition. C'est-à-dire une sorte de projet de coordination, qui vise la réforme du Code du travail. Principalement. Voilà. On peut aller voir d'autres. Oui, bien sûr. Ouais. Attends, je vais te donner la parole. Je vais laisser d'abord. Je pense qu'il y a un problème qu'il faut soulever d'une manière très spécifique, c'est l'intégration des enfants à l'école. Oui. C'est un problème qu'on commence à avoir pas en grand nombre, il y a quelques cas, mais ça peut devenir dans les années prochaines un véritable problème humanitaire et sociétal. Je pense qu'avec les syndicats d'enseignement de l'UGTT, avec la société civile, avec aussi les médias, il faut qu'on fasse de ça un réel problème de société et de droits humains. Je pense que Fatria, parce que les directeurs d'école, il y a quand même un témoignage qui montre bien qu'il y a un calvaire actuellement pour les familles, pour les couples, pour les amis qui habitent ici, à faire intégrer leurs enfants à l'école publique ou à l'école privée. Oui. Bon. Alors, l'UGTT n'est pas la solution à tout, mais on est tous d'accord que c'est un éléphant et c'est un acteur de poids. Donc on va peut-être continuer dans le même sens. Alors, moi, premièrement, la loi tunisienne autorise l'accès des mineurs à l'école. Ils ont bénéficié des mêmes droits que les enfants tunisiens. Le problème, c'est la question de la langue. Par exemple, il y a un projet en ce moment au Maroc qui a été mis en place par une association qui s'appelle Kiribou. Il commence depuis les garderies où il recrute une subsaharienne parlant français et une tunisienne et les deux travaillent ensemble. De manière à apprendre le français aux enfants marocains et apprendre le dialecte marocain aux enfants subsahariens. Et c'est un succès. Donc évidemment, c'est une solution qui est importante. Ça, c'est le premier point. Si la question scolaire, il y a la question d'attirer le regard de l'État tunisien sur le calvaire qui se déroule dans les écoles libyennes. Parce que dans les écoles libyennes sont sous tutelle du gouvernement libyen. Et on sait très bien que le gouvernement libyen n'existe que de nom. Et il y a des violences immenses sur ces enfants-là qui sont dans ces écoles. Et la Tunisie préfère regarder ailleurs en disant que c'est des affaires libyennes. Pour moi, nous, au niveau de l'ALDA, nous organisons une assise du 20 au 22. En tant que migrants, nous voulons réfléchir un peu sur ce que nous pouvons proposer, sur ce que nous pouvons faire.
Et quels sont les acteurs avec lesquels nous comptons travailler, ou nous pouvons travailler? Évidemment, personne ne sera exclu de la question. Nous, l'objectif pour nous, cette année, c'est de demander au président Kais Saïd une régularisation massive. C'est commencer à zéro, une régularisation massive, et ensuite engager, bien évidemment, le processus pour les réformes de la loi de 68, qui est la question migratoire. Et évidemment, comme mon ami le disait, c'est un truc à long terme. Mais sur le plan du court terme, est-ce que la Tunisie ne peut pas autoriser une régularisation massive, même comme on appelle ça, même au titre d'une grâce présidentielle faite à raison humanitaire? Nous pensons qu'il est temps. Il est temps de le demander. C'est une question de volonté politique. Mais c'est pour ça que j'ai dit que nous pensons qu'il est temps de le demander. Parce que si déjà on demande ça, ensemble, c'est déjà un pas des géants. Quand ça marche ou que ça ne marche pas, l'histoire retiendra que la société civile l'a demandé, que ce soit une forme de pétition. Et on verra alors à quel niveau nous nous situons par rapport à ça. De toutes les façons, Rome ne s'est pas faite en un seul jour. Nous parlons de lois qui ont été mises en place depuis 68, qui ont 51 ans. Et vous savez, les mauvaises habitudes, on la peau très coriace. Donc il va falloir discuter avec les différents parlementaires parce que la réforme de la loi, il y a un risque qui s'impose. Le risque, c'est qu'on risque d'avoir le même problème que nous avons eu avec la loi contre la discrimination raciale. C'est-à-dire que si la société civile envoie une loi au Parlement, si la loi n'a pas un soutien politique, ça va rester dans les tiroirs. Donc il y a une question de lobby, il y a une question de discussion, il y a une question d'éléments. Et c'est là où l'UGTT pour moi est un acteur. L'UGTT, je vous fais la demande solennelle que le 1er mai prochain, vous invitez les travailleurs migrants à défiler avec les travailleurs tunisiens. Ça sera un grand pas. Que l'UGTT soit la première structure à faire défiler ensemble des travailleurs, et ceux, quelle que soit leur nationalité, ceux, quelle que soit leur situation juridique, ceux, quelle que soit la régulation ou pas, juste par le travail, intégrons-les par le travail. Juste un acte symbolique qui montrerait que nous sommes tous engagés et que nous pouvons négocier. Parce qu'après, la coordination, on va les asseoir, on va réfléchir, on va tout ça. Mais posons des actes à portée symbolique aussi. Marchons ensemble le 1er mai, pas en tant que Tunisiens, pas en tant qu'étrangers, pas en tant que Noirs ou Blancs, mais simplement en tant que travailleurs et citoyens du monde. Et après, on verra le reste. Je vous remercie. Il me reste 3 minutes, donc on va conclure. Mais bon. D'abord, merci pour tous les amis présents. Moi, au vu de la discussion pour aboutir à l'alternative, je crois qu'il serait plus utile et efficace, au lieu de multiplier les associations et les initiatives, de converger ou de créer une synergie autour de l'UGTT. Elle a quatre représentations dans les endroits où il y a une concentration d'immigrés. Ce n'est pas un hasard que c'est sur le littoral. Donc, je crois qu'une des recommandations, et c'est heureux que Radi soit avec nous aujourd'hui, d'appeler à ce que les associations et tout d'abord tissent des liens, que l'UGTT ou cet organisme de prise en charge de la question de l'immigration aussi va vers les associations pour créer une sorte de réseautage, vu le poids, qu'on le veuille ou pas, de l'UGTT dans le pays, vu sa capacité à faire du lobbying, que ce soit auprès du Parlement, à peser sur le législatif, sur l'exécutif aussi. Donc, ce serait dommage que cette institution reste au même niveau que d'autres initiatives et que toutes les autres initiatives, moi j'appellerai aussi tous mes amis qui sont des associations qui s'occupent de l'immigration, de l'instituer comme le fer de lance de la question de l'immigration et particulièrement la question pour la situation des subsahariens qui aujourd'hui par rapport aux autres immigrés en Tunisie, quand je pense aux immigrés français, je ne sais pas, eux-mêmes qui refusent cette appellation, ils se font appeler expatriés ou
Donc, c'est vrai que ça pose problème. Et encore une fois, je crois que c'est une aubaine que l'UGTT ait mis la main dans la pâte. C'est très important. Il faut renforcer cette tendance. Et merci. Pour ce qui est de l'enseignement, c'est vrai que le problème se pose. Moi, j'ai vécu un cas particulier parce que je suis directeur d'une école où j'ai reçu 2 élèves subsahariens. Et en passant le dossier au ministère, à l'inspection plutôt de l'enseignement, donc ce n'est pas le ministère, c'est le truc régional, ils ont tout de suite imposé dans ce dossier que soit consigné le séjour, la légalité du séjour des parents. Okay? Bon, j'ai fait fi de la question. Heureusement qu'il y a d'autres, je sais qu'il y a d'autres directeurs d'école qui ont fait fi, mais il y a d'autres qui n'ont pas osé. Donc c'est vrai que l'enfant est soumis à cette exigence-là. Et les enfants d'immigrés irréguliers souffrent de cette incapacité à intégrer l'école. Bon, il y a un autre problème, je ne veux pas être long derrière, parce que aussi on se dit de quel droit imposer à un enfant ivoirien ou autre un enseignement à majorité arabe. C'est bien d'apprendre une langue, mais quand même, il vaut mieux pédagogiquement que les matières principales soient enseignées dans sa propre langue, quitte à traiter avec l'arabe comme une langue étrangère. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il faut penser aussi à l'école. Il y a une solution, à condition que l'État s'y mette. Il y a l'école internationale qui est régie par l'État tunisien et qui est essentiellement au départ destinée, sa vocation est d'abriter les enfants des diplomates qui sont tout le temps en mouvement. Donc, dès que l'élève rentre, il a un choix de langue. Soit il choisit l'italien comme langue principale, l'allemand, l'anglais, le français, et ça peut faciliter beaucoup le travail. Il y en a une déjà à Tunis, il y en a une, je crois, à Sousse, et ils peuvent aussi en rajouter 2 ou 3, vu que le nombre, à ma connaissance, je ne sais pas, moi, d'ailleurs, depuis le début de notre rencontre, je me posais des questions sur les chiffres. Est-ce qu'il y a des statistiques? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et il n'y a pas. Est-ce qu'il y a des approximations, d'après vous? Oui, l'OIM parle de 70 000 personnes. Si vous parlez de la population migrante en général. En général, c'est-à-dire pour les subsahariens, d'après vous? Écoutez, l'OIM dit 70 000 migrants. L'État tunisien dit 16 000 subsahariens. Bon, c'est faux. Ça date de 2015. Donc, le nombre exact de subsahariens, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Ouais. On connaît pas. Et raison de plus, on ne connaît pas le nombre d'enfants qui vont être confrontés à la scolarisation. Oui. Ouais. Ok, merci. Merci beaucoup. Bon, c'est clair qu'il y a 2 sortes de problèmes. Le premier, il est plutôt donc à imputer à la société civile, c'est-à-dire il y a un travail à faire par la société civile, un travail de sensibilisation, un travail de lobbying, etc. Et puis, il y a aussi un travail à faire de la part des pouvoirs publics. Il est consternant de constater que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore une stratégie nationale migratoire. Cette stratégie nationale migratoire n'arrive toujours pas à voir le jour. Et quand bien même qu'elle puisse voir le jour, la version actuelle, elle est vraiment très médiocre. Et là aussi, peut-être le travail des associations peut consister en la proposition de revoir la stratégie migratoire nationale. Deuxième chose très importante aussi sur laquelle peut-être il faudrait travailler, c'est de sensibiliser les pouvoirs publics qui sont orientés vers le partenaire européen. Ils sont toujours coincés dans une sorte de cécité stratégique et ne voient pas que la question migratoire ne peut pas être résolue avec le partenaire européen, mais plutôt avec les partenaires africains. Et il est aussi surprenant, par exemple, que
la Tunisie n'est pas impliquée dans la stratégie migratoire africaine. Donc là, je pense aussi également que nous pouvons travailler dans cette orientation-là pour pousser un petit peu les pouvoirs publics à regarder du côté africain beaucoup plus que du côté européen, d'autant plus que nous sommes tous concernés par la politique migratoire européenne. Donc, qu'on ait une réponse collective, c'est-à-dire sur le plan continental, ça peut être salutaire. Voilà ce que je voulais dire. Je profite pour remercier la chaise pour la confiance qu'ils m'ont donnée pour mener cette enquête avec bien sûr leur appui et leur aide. Ça s'est fait en toute concertation, donc c'est beaucoup plus un travail partagé qu'un travail individuel. Bien sûr, avec une mention spéciale à mon ami Mehr, c'est ça. Donc voilà, je voulais vous remercier et remercier évidemment de l'assistance. Et je passe la parole à Sirakian. Juste pour dire rappeler à nos amis que c'est-à-dire tous les travaux de cette séance et de toutes les autres séances sont enregistrés en voix et en images et qui vont être placés sur le site de Nachaz. Vous pouvez le prendre là-bas, c'est très facile, www.nachaz.org. Donc tout sera là, tout sera juste le temps de faire un peu le montage. Et encore merci pour votre présence. Une dernière chose, c'est que ça fera tous les travaux du projet, que ce soit sur le volet santé, culture ou immigration, feront l'objet d'une publication, probablement pour la dernière semaine du mois de janvier. Enfin, la publication, le rapport sera certainement fait. Voilà, le rapport définitif sera fait dans les quelques prochains jours. Et puis, donc ça sur la clôture générale de notre projet. Et puis on prendra contact évidemment avec vous pour vous envoyer ces éléments-là, puis peut-être pour d'autres idées à développer. Un grand merci à tout le monde.